Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Ce qu'on tue de Peter Swanson, lu par Elsa Hamnan, Raphaël Maton, Charlotte Gagnor et Valérie Schatz. Pour ma mère, Elisabeth Ellis Swanson. Première partie. Règles des bars d'aéroport. Chapitre 1. Ted. « Bonjour, dit-elle. Je contemplais la main pâle constellée de taches de rousseur posée sur le dossier du siège voisin, au bar du salon classe affaires de l'aéroport de Heathrow. Puis, je levai les yeux vers le visage de l'inconnu. « On se connaît ?» demandai-je. Ses traits ne m'étaient pas particulièrement familiers, mais son accent américain, son chemisier blanc impeccable et son jean moulant rentré dans de hautes bottes montant jusqu'aux genoux, tout cela la faisait ressembler à l'une des détestables amies de ma femme. « Pas du tout, » répondit-elle. « Désolée, j'admirais simplement votre cocktail. Je peux ?» Elle plia son long corps élancé sur le tabouret pivotant matelassé de cuir et déposa son sac à main sur le comptoir. « C'est du gin ?» demanda-t-elle en montrant mon martini. « Du Hendrix. » Elle fit un signe au barman, un adolescent aux cheveux en épi et au menton brillant, et demanda la même chose avec 2 olives. Quand son verre arriva, elle le leva vers moi. Il ne me restait qu'une gorgée du mien. « Au meilleur médicament que je connaisse pour supporter les vols internationaux. »« Buvons à ça, » répondit-elle. Je terminai mon verre et en commandai un autre. Elle me dit son nom, mais je l'oubliais aussitôt. Je lui donnai le mien, juste Ted, pas Ted Severson, du moins pas encore. Assis dans ce salon trop moelleux et trop éclairé, nous bûmes nos cocktails en échangeant quelques paroles qui confirmèrent que nous attendions d'embarquer sur le même vol direct à destination de l'aéroport Logan de Boston. Puis, elle sortit un mince livre de poche de son sac à main et se mit à lire, m'offrant l'occasion de mieux la regarder. C'était une très belle femme, longue chevelure rousse, yeux d'un bleu tirant sur le vert, claire comme les eaux tropicales, peau si pâle qu'elle en avait presque la blancheur céruléenne du lait écrémé. Quand une femme comme ça s'assied à côté de vous dans le bar où vous avez vos habitudes et complimente votre choix de cocktail, vous vous dites que votre vie est sur le point de changer. Mais les bars d'aéroport n'obéissent pas aux mêmes règles. Vos compagnes et compagnons de comptoir s'apprêtent à décoller pour une destination à l'opposé de la vôtre. Et même si cette femme s'envolait pour Boston, je bouillais toujours de rage en songeant aux problèmes qui m'attendaient à la maison avec ma femme. J'avais été incapable de penser à autre chose de toute la semaine. J'en avais presque perdu le sommeil et l'appétit. Les haut-parleurs diffusèrent une annonce dans laquelle les 2 seuls mots intelligibles étaient « Boston » et « retard ». Je levai les yeux vers l'écran au-dessus des bouteilles d'alcool rétroéclairées sur la dernière étagère. Notre vol affichait 1 heure de retard. « Je pense qu'on a le temps d'en boire un autre, » dis-je. « Je vous l'offre. »« Pourquoi pas ?» Elle referma son livre et le posa à côté de son sac. Je jetai un coup d'œil sur la couverture. Les 2 visages de janvier. Patricia Highsmith. Bon bouquin ? Pas son meilleur. Rien de pire qu'un long retard et un mauvais bouquin. Et vous, que lisez-vous ? demanda-t-elle. Le journal. Je n'aime pas les romans. Alors à quoi occupez-vous votre temps quand vous prenez l'avion ? À boire du gin. À échafauder des meurtres. Intéressant, dit-elle en m'offrant son premier sourire, un large sourire qui creusait un pli au-dessus de sa lèvre supérieure et dévoilait une dentition parfaite et un soupçon de gencive rose. Quel âge pouvait-elle avoir ? Quand elle s'était assise, je lui aurais donné à peu près le mien, autrement dit 35 ans.
Mais son sourire et les taches de rousseur claires qui parsemaient l'arête de son nez lui donnaient l'air plus jeune, 28 ans peut-être. L'âge de ma femme. J'en profite aussi pour travailler. Que faites-vous dans la vie? Je lui servis la version courte. Je finance et je conseille des startups d'Internet. Je ne lui dis rien de la manière dont j'avais bâti le plus gros de ma fortune, en revendant ces mêmes entreprises dès qu'elles commençaient à faire du chiffre, ni que je n'avais plus vraiment besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours, car j'étais l'un des rares entrepreneurs en ligne de la fin des années 1990 à avoir su retirer mes billes à temps et empocher mes gains avant que la bulle Internet n'éclate. Si je passais ces deux précisions sous silence, ce n'était pas de peur que ma nouvelle connaissance les trouve arrogantes ou qu'elles perdent tout intérêt à notre conversation, mais simplement parce que je n'avais pas envie d'en parler. Je n'avais jamais ressenti le besoin de m'excuser pour l'argent que j'avais gagné. « Et vous ?» demandai-je. « Que faites-vous dans la vie ?»« Je travaille à l'université de Winslow, comme archiviste. » Winslow était une école pour filles située dans une banlieue verdoyante à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Boston. Je lui demandai en quoi consistait le métier d'archiviste et elle m'en livra ce que je suspectais être également sa version courte. Compiler et conserver divers documents au sein de l'école. « Et vous habitez Winslow ?»« Oui. »« Marié ?»« Non. »« Et vous ?» Au moment où elle posa la question, je surpris son coup d'œil discret vers ma main gauche pour y chercher une alliance. « Oui, » répondis-je. « Malheureusement. » Je lui montrai mon annulaire dépourvu de bague. « Et non, je ne retire pas mon alliance quand je prends l'avion au cas où une jeune femme s'assiérait à côté de moi au bar, comme vous venez de le faire. Je n'ai jamais porté d'alliance, je ne supporte pas les bagues. » Pourquoi, malheureusement, s'enquit-elle? Longue histoire. Long retard. Vous tenez vraiment à entendre le récit sordide de ma vie? Présenté comme ça, comment refuser? Dans ce cas, il va m'en falloir un autre, dis-je en levant mon verre vide. Vous m'accompagnez? Non, merci. 2, c'est ma limite. Elle fit glisser l'une des olives le long du petit pic en bois avec ses dents avant de mordre dedans. J'entrevis la pointe rose de sa langue. Comme je le dis toujours, 2 martinis c'est trop et 3 ce n'est pas assez. C'est drôle, il me semble que James Thurber disait la même chose. Je ne vois pas de qui vous parlez, répondis-je avec un sourire, un peu penaud d'avoir tenté de m'attribuer la paternité d'un mot célèbre. Le barman se matérialisa devant moi et je lui commandai un autre martini. Le pourtour de mes lèvres commençait à s'engourdir délicieusement sous l'effet du gin. Je courais le risque de trop boire et de trop parler, je le savais, mais après tout nous étions sous le coup des règles des bars d'aéroport. Même si ma compagne de bord n'habitait qu'à 30 km de chez moi, j'avais déjà oublié son nom et j'estimais peu probable de la revoir un jour. Et puis, c'était agréable de discuter autour d'un verre avec une inconnue. Le simple fait de pouvoir formuler mes mots à voix haute m'aidait à dissiper ma rage. Et donc, je me lançai. Je lui parlais de ma femme, avec qui j'étais marié depuis 3 ans, et de notre vie à Boston. Je lui racontais la semaine que nous avions passée en septembre à Kennewick, sur la côte sud du Maine, de notre coup de cœur commun pour la région et du terrain en front de mer que j'y avais acheté à un prix faramineux. Je lui confiais comment ma femme, forte d'un master dans une discipline intitulée « Art et action sociale », s'était décrétée suffisamment qualifiée pour concevoir les plans de notre future maison, en collaboration avec les architectes, et expliquait qu'elle passait dernièrement le plus clair de son temps à Kennewick avec un entrepreneur nommé Brad Daggett. Et elle et Brad ont une... devina-t-elle aussitôt, après avoir glissé la 2e olive dans sa bouche. Confirmai-je avec un hochement de tête. Vous en êtes sûr? Je lui donnai les détails.
J'expliquais comment Miranda s'était peu à peu lassée de notre vie à Boston. Durant l'année qui avait suivi notre mariage, elle s'était jetée à corps perdu dans la décoration de notre brownstone du South End. L'année d'après, elle s'était trouvé un job à mi-temps dans la galerie qu'une de ses amies tenait dans le quartier artistique de Soho. Déjà, à l'époque, j'avais senti se flétrir le charme des premiers jours. Les sujets de discussion tournaient court avant le milieu du dîner. Nous ne nous couchions plus à la même heure. Surtout, nous perdions les identités respectives qui nous avaient définis au début de notre relation. Moi, l'homme d'affaires fortuné qui l'initiait aux vins millésimés et lui ouvrait la porte des galas de charité. Elle, l'artiste bohème qui partait en vacances sur les plages thaïlandaises et fréquentait les bars miteux. Nous n'étions que deux clichés éculés, et j'en avais parfaitement conscience, mais ça collait bien. On s'entendait à tous les niveaux. Moi qui me considérais pourtant beau gosse, j'éprouvais même un certain plaisir à ne plus attirer les regards lorsque j'étais en sa présence. Miranda avait de longues jambes et une poitrine généreuse, un visage en cœur et des lèvres pulpeuses. Elle teignait ses cheveux marron foncé en noir et leur donnait un effet décoiffé comme si elle venait de sortir du lit. Sa peau parfaite la dispensait de tout maquillage. Malgré cela, elle ne quittait jamais la maison sans s'être appliquée un trait d'eyeliner noir. Je voyais les hommes dans les bars ou les restaurants la déshabiller des yeux. Peut-être que je ne faisais que projeter mes fantasmes, mais leur regard m'apparaissait vorace et primaire. Dans ces moments-là, je me réjouissais de ne pas vivre à une époque ou dans un coin du monde où les hommes se baladaient armés. Notre séjour à Kenwick s'était décidé sur un coup de tête, après que Miranda m'avait fait remarquer avec une pointe de tristesse dans la voix que nous n'avions pas passé de temps ensemble depuis près d'1 an. Nous avions donc pris la route un matin de la 3e semaine de septembre. Les premiers jours, le ciel était dégagé et il faisait chaud, mais le mercredi, une tempête venue du Canada avait déferlé sur la côte, nous cantonnant dans notre suite. Nous n'en sortions que pour descendre au bar situé au sous-sol du Kenwick Inn, boire une Allagash White et manger du homard. La tempête laissa la place à un temps froid et sec, le jour grisonnant, les crépuscules s'allongeant. Après nous être achetés des pulls chauds, nous partîmes explorer la promenade sur la falaise, dont le départ se situait au nord de l'hôtel et qui serpentait sur plus de 1500 mètres entre l'Atlantique houleux et le rivage rocheux. L'air, auparavant lourd d'humidité et d'effluves de crème solaire, s'était vivifié et rempli d'embrun. Miranda et moi avions eu un vrai coup de cœur pour Kenwick, tant et si bien que lorsque, arrivés au bout du sentier, nous tombâmes sur une parcelle de terrain en friche, asphyxiée par les églantiers et surmontée d'une pancarte « À vendre », j'appelai sur le champ le numéro inscrit sur le panneau et fis une offre dans la foulée. 1 an plus tard, les buissons de Sino-Rodon n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. On avait désherbé, creusé les fondations et la partie extérieure de la maison de 8 chambres était presque terminée. Nous avions confié le chantier à Brad Daggett, un divorcé bourru au nez busqué, doté d'une épaisse tignasse de cheveux noirs assortie d'une barbiche. Pendant que je passais mes semaines à Boston à encadrer un groupe d'étudiants fraîchement diplômés du MIT qui venait de créer un nouvel algorithme destiné à un moteur de recherche pour blogueurs, Miranda ne quittait pratiquement plus Kenwick. Elle louait une chambre au Kenwick Inn afin de surveiller au plus près l'avancée des travaux, choisissant chaque carrelage, chaque équipement avec un soin qui confinait à l'obsession. Un matin de début septembre, voulant lui faire la surprise, je décidai de la rejoindre sur place. J'avais laissé un message sur son portable au moment de m'engager sur l'Interstate 95, au nord de Boston. À mon arrivée, un peu avant midi, je l'avais cherchée à l'hôtel. Le réceptionniste me répondit qu'elle était sortie en début de matinée et toujours pas rentrée. Je me rendis sur le chantier de notre maison et me garai dans l'allée gravillonnée derrière le F-150 de Brad. Je reconnus également la Mini Cooper turquoise de Miranda.
Ma dernière visite remontait à quelques semaines et je constatais avec satisfaction que Brad et son équipe n'avaient pas chômé. Toutes les fenêtres étaient montées et le carrelage en grès bleu que j'avais choisi pour le jardin en contrebas avait été livré. Je contournais par le côté et gagnais l'arrière de la maison. À l'étage, chaque chambre disposait de son propre balcon. Une véranda courait d'un bout à l'autre du rez-de-chaussée et menait jusqu'à un patio en pierre spacieux. Tout près, on avait creusé un trou rectangulaire pour la piscine. Alors que je remontais les marches du patio, j'aperçus Brad et Miranda à travers les hautes fenêtres de la cuisine donnant sur l'océan. J'allais frapper au carreau pour leur signaler ma présence, mais quelque chose m'arrêta. Ils étaient adossés au plan de travail en quartz fraîchement installé, côte à côte, le regard dirigé vers la fenêtre et sa vue sur la baie de Kenwick. Brad fumait une cigarette en se servant de la tasse à café qu'il tenait à la main comme cendrier. Le problème, c'était Miranda. Il y avait quelque chose dans sa position, sa manière de se pencher contre le comptoir et de se tourner vers Brad et ses larges épaules. Elle semblait parfaitement à l'aise. Je la regardais lever la main pour saisir la cigarette allumée que Brad glissait entre ses doigts. Elle tira une longue bouffée avant de la lui rendre. Ils avaient exécuté ces gestes sans même se regarder, et je sus à cet instant qu'ils ne se contentaient pas de coucher ensemble. Ils étaient vraisemblablement amoureux. Sur le moment, je n'avais éprouvé ni colère ni désarroi, juste un sentiment de panique à l'idée qu'ils me repèrent sur le patio en train de les espionner dans un moment d'intimité. Revenant sur mes pas, je retournai à l'entrée, traversai la véranda et poussai la porte vitrée en lançant un « Ohé !» qui résonna dans la maison vide. « On est ici !» cria Miranda. Quand je les rejoignis dans la cuisine, ils avaient mis une certaine distance entre eux, juste un peu. Brad écrasait son mégot dans sa tasse. « Teddy !» s'exclama Miranda. « Quelle surprise !» Miranda était la seule personne à user de ce surnom affectueux. L'habitude était partie d'une plaisanterie, car ce diminutif ne m'allait pas du tout. « Alors, Ted !» lança Brad. « Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous plaît jusque-là ?» Miranda contourna le comptoir pour venir me donner un baiser qui atterrit au coin de ma bouche. Je sentis le parfum de son shampoing hors de prix et l'odeur de la Marlboro. « Ça prend forme. J'ai vu que mes dalles de carrelage étaient arrivées. » Miranda éclata de rire. « On le laisse choisir un seul élément et il ne s'intéresse plus qu'à ça. » Brad fit lui aussi le tour pour venir me serrer la main. La sienne était grande et noueuse, sa paume chaude et sèche. « Je vous montre le reste ?» Tandis qu'il m'emmenait dans les autres pièces, Brad me détaillant les matériaux utilisés, Miranda m'indiquant l'emplacement des différents meubles, je commençais à remettre en question ce que je venais de voir. Ma présence ne semblait pas les perturber, ni lui ni elle. Peut-être avaient-ils simplement sympathisé, au point d'être toujours collés l'un à l'autre et de fumer la même cigarette. Miranda avait le contact physique facile, tantôt marchant bras dessus, bras dessous avec ses copines, tantôt saluant nos amis hommes d'un baiser sur la bouche. Il me vint à l'esprit que je devenais peut-être parano. La visite finie, Miranda et moi retournâmes au Livry, le bar au sous-sol du Kenwick Inn, pour y déjeuner. Elle commanda un sandwich au haddock noirci façon cajun. Je fis de même et bus 2 scotch soda. « C'est à cause de Brad que tu as repris la cigarette ?» lui demandai-je. Je voulais la piéger, voir comment elle réagirait. Elle fronça les sourcils. « Quoi ? Tu sentais le tabac tout à l'heure à la maison. J'ai peut-être tiré une bouffée ou deux, mais autrement non, t'es dit, je n'ai pas repris. » Je m'en fiche, je demandais ça comme ça. « Tu te rends compte ? » enchaîna-t-elle en trempant une de ses frites dans mon ketchup. « La maison est pratiquement terminée. » Nous avions discuté des travaux un moment,
et plus le temps passait, plus j'en venais à douter de ce que j'avais cru voir. Miranda ne se comportait pas en coupable. « Tu restes pour le week-end » demanda-t-elle. « Non, je suis juste passé te faire un coucou. J'ai un dîner ce soir avec Marc Lafrance. »« Annule-le et reste ici. Ils annoncent un temps magnifique pour demain. » Marc a pris l'avion juste pour ce dîner, et puis j'ai de la comptabilité qui m'attend. J'avais prévu initialement de repartir en fin d'après-midi. J'espérais que Miranda consentirait à une sieste crapuleuse dans sa chambre. Mais la scène d'intimité ambiguë que Brad et elle m'avaient offerte dans la cuisine hors de prix que j'avais payée de ma poche m'incitait à changer mes plans. J'en échafaudais un nouveau. Après le déjeuner, je raccompagnais Miranda à la maison afin qu'elle récupère sa voiture. Mais ensuite, au lieu de reprendre l'I-95, j'empruntais la route 1 et roulais vers le sud en direction de Kittery et ses 500 mètres de magasins en enfilade. Je m'arrêtais d'abord au Kittery Trading Post, une boutique de vêtements d'extérieur devant laquelle j'étais passé plusieurs fois sans jamais y entrer. 15 minutes plus tard, j'y avais dépensé pas loin de 500 $ pour un pantalon imperméable motif camouflage, un ciré gris à capuche, des lunettes d'aviateur surdimensionnées ainsi qu'une paire de jumelles haut de gamme. J'emportais mes achats dans la cabine de toilette publique en face du Crate & Barrel et me changeais. Coiffé de ma capuche et chaussé de mes lunettes, je me sentais méconnaissable. De loin, tout au moins. Je repartis vers le nord et garai mon quattro sur le parking public près de Kenwick Cove, bien caché entre deux gros 4x4. Il n'y avait aucune raison pour que Miranda ou Brad viennent sur ce parking, mais il n'y en avait pas plus pour moi de garer mon véhicule en évidence. Le vent était retombé, mais le ciel bas avait pris une teinte grise monochrome. L'air s'était chargé d'un mélange de brume et de pluie chaude. Je traversais la plage au sable humide, puis escaladais de la roche argileuse jusqu'à parvenir au départ de la promenade sur la falaise. Délaissant l'impressionnant panorama sur l'Atlantique qui s'étirait à ma droite, j'avançais avec prudence, sans quitter des yeux le sentier dégoulinant de pluie et déformé ci et là par les racines. Certaines portions pavées étaient complètement érodées et un panneau à demi effacé alertait les randonneurs du danger. De ce fait, ceux qui l'empruntaient n'étaient pas légion et je ne croisais qu'une seule autre personne cet après-midi-là, une adolescente portant un maillot des Bruins et qui, à en croire mon odorat, venait de fumer un joint. Nous n'échangeâmes pas un mot, pas un regard. Arrivé vers la fin du sentier, je grimpais le long d'un mur en ruine délimitant le terrain d'un cottage en pierre, dernière maison avant les 400 mètres de friche qui s'élevaient jusqu'à notre propriété. Le sentier redescendait ensuite au niveau de la mer et traversait une étroite plage rocheuse, jonchée d'algues et de balises mâchurées, avant de longer une falaise escarpée en serpentant parmi des épicéas tordus. La pluie s'intensifiant, j'ôtais mes lunettes de soleil maculées de gouttes. Les chances que Brad ou Miranda se trouvent à l'extérieur de la maison me semblaient minces. Mon plan consistait à m'arrêter au bord de l'étendue de lande découverte pour me poster dans un bosquet d'arbustes touffus à l'amorce du promontoire. Si Brad ou Miranda regardaient par la fenêtre et qu'ils m'apercevaient avec mes jumelles, ils me prendraient pour un ornithologue amateur. Et s'ils venaient vers moi, le sentier tout proche me permettrait de filer rapidement. Quand le toit de la maison apparut au-dessus de la terre scarifiée, un détail que j'avais déjà remarqué me sauta de nouveau aux yeux. Du point de vue stylistique, la façade postérieure, celle qui donnait sur l'océan, différait radicalement de celle qui donnait sur la route. Cette dernière, en pierre apparente, ne comptait que quelques fenêtres de petite taille et 2 imposantes portes en bois sombre surmontées d'arches démesurées. À l'opposé, l'autre était en bois peint beige et toutes ces mêmes fenêtres, avec leurs mêmes balcons, rappelaient un hôtel de taille moyenne. « J'ai beaucoup d'amis »,
m'avait répondu Miranda quand je lui avais demandé si nous avions vraiment besoin de cette autre chambre. Puis, elle m'avait regardé comme si je venais de remettre en question l'utilité d'avoir l'eau courante. Une fois que j'eus trouvé l'endroit idéal, sous un épicéa rabougri tordu comme un bonsaï, je me couchais à plat ventre sur le sol humide et réglais les jumelles jusqu'à ce que la maison apparaisse de façon nette. De ma position, à une 50aine de mètres, je n'avais aucun mal à voir à travers les fenêtres. Je scrutais lentement le rez-de-chaussée d'un bout à l'autre, sans repérer de mouvement, puis répétais le geste le long de l'étage. Toujours rien. Je posais les jumelles et regardais à l'œil nu, regrettant de ne pas avoir vu sur l'allée gravillonnée. Après tout, rien ne prouvait qu'il y eût quelqu'un dans la maison, même si le pick-up de Daggett était toujours là quand j'avais déposé Miranda. Quelques années auparavant, j'étais allé pêcher avec un collègue, lui aussi spéculateur de la bulle Internet et le meilleur pêcheur en eau ouverte que je connaisse. Juste en observant la surface de l'océan, il était capable de dire de façon précise où se trouvait le poisson. Le truc, comme il me l'avait expliqué, consistait à défocaliser sa vision et embrasser l'ensemble du champ visuel. On pouvait alors saisir un mouvement infime, un léger remous dans l'eau. Sur le moment, j'avais essayé, mais je n'avais récolté qu'un bon mal de crâne. Après un nouveau balayage sans résultat, je décidai d'utiliser cette technique. Laissant ma vision se flouter, j'attendis qu'un mouvement capte mon attention. Au bout d'une petite minute, je perçus un déplacement à travers la haute fenêtre du futur salon, sur le côté nord. Je repris mes jumelles et les orientai dans cette direction. Brad et Miranda venaient de pénétrer dans la pièce. Je les distinguais relativement bien. Le soleil de fin d'après-midi frappait le carreau à l'angle idéal, éclairant l'intérieur juste assez pour ne pas m'éblouir. Brad avança vers une table improvisée installée là par l'équipe de charpentiers. Il ramassa un morceau de bois qui semblait être une section de moulure du plafond et le montra à Miranda. Puis, il passa le doigt sur un des sillons et elle fit de même. Les lèvres de Brad bougeaient et Miranda l'écoutait en hochant la tête. Pendant un court moment, je me sentis ridicule dans le rôle du mari parano en tenue camouflage, espionnant sa femme et son employé. Et puis Brad reposa la moulure et je vis Miranda se glisser entre ses bras, basculer la tête en arrière et l'embrasser sur la bouche. Je vis la grosse main calleuse de Brad descendre le long de ses reins et attirer son bassin vers lui, tandis que de l'autre, il empoignait sa chevelure en bataille. Je voulus détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Durant 10 longues minutes, je continuais de regarder. Brad, qui retournait ma femme contre la table, soulevait sa jupe violet foncé, lui retirait sa culotte blanche et entrait en elle par derrière. Je regardais Miranda se positionner de manière stratégique le long de la table, agripper le bord d'une main et glisser l'autre entre ses cuisses pour le guider en elle. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Ça sautait aux yeux. Je me relevais sur mes coudes et m'assis. Puis je regagnais le sentier, rabaissais ma capuche sur ma tête et vomis mon déjeuner dans une flaque sombre ridée par le vent. « C'était il y a combien de temps ?» me demanda ma compagne de voyage une fois mon récit terminé. « Un peu plus d'1 semaine. » Elle battit des cils, puis se mordilla la lèvre inférieure. Ses paupières étaient aussi fines que du papier de soie. « Que comptez-vous faire maintenant ?» J'avais passé la semaine à me poser cette question. Au fond de moi, je meurs d'envie de la tuer, répondis-je. J'esquissai un sourire sur ma bouche engourdie par le gin et tentai un clin d'œil, juste pour lui fournir une raison de ne pas me croire, mais son visage restait de marbre. Elle haussa ses sourcils roux.
« Je pense que vous avez raison, » dit-elle. J'attendis un signe indiquant qu'elle plaisantait, mais elle n'en donna aucun. Son regard était imperturbable. Tout en l'observant, je me rendis compte qu'elle était beaucoup plus belle que je l'avais pensé au départ. Elle dégageait une beauté éthérée, intemporelle, comme le sujet d'une peinture de la Renaissance. À 1000 lieues de ma femme, qui semblait sortie d'une couverture de roman de gare des années 1950, j'allais parler quand elle tourna la tête vers le haut-parleur crachotant. On venait d'annoncer le début de l'embarquement pour notre vol. Chapitre 2. Lily. L'été de mes 14 ans, ma mère avait invité un peintre prénommé Chet à venir habiter à la maison. Je ne me souviens pas de son nom de famille. En fait, je ne suis même pas sûre de l'avoir jamais su. Il s'était installé dans le petit meublé situé au-dessus de l'atelier de ma mère. Chet portait d'épaisses lunettes à monture noire, une barbe touffue, toujours mouchetée de taches de peinture, et il sentait le fruit trop mûr. Je me rappelle la façon dont ses yeux s'étaient posés sur mon torse quand on nous avait présenté. L'été chauffait déjà, et je portais un short en jean et un débardeur. Mes seins n'étaient guère plus gros que des piqûres de moustiques, mais ils les avaient tout de même reluqués. « Bonjour, Lily », avait-il dit. « Appelle-moi oncle Chet. »« Pourquoi ?» avais-je rétorqué. « Est-ce que vous êtes mon oncle ?» Il avait relâché ma main en riant, une sorte de crachotement nerveux, comme un moteur sur le point de caler. « Ma foi, j'ai déjà l'impression de faire partie de la famille, vu l'accueil que tes parents me font. Merde alors, tout un été rien que pour peindre. Formidable !» J'étais repartie sans dire un mot. Chet n'était pas le seul invité à Monk's House cet été-là. En fait, notre maison n'accueillait jamais qu'un seul hôte, tout particulièrement en été, quand mes parents mettaient leur fonction professorale en suspens pour s'adonner à leur véritable passion, l'alcool et l'adultère. Je ne dis pas cela pour donner à mon enfance un air de tragédie. Je le dis parce que c'est la vérité. Et cet été-là, l'été de Chet, une distribution tournante d'étudiants de 3e cycle, de parasites et de maîtresses et amants, anciens et actuels, allait et venait tels des phalènes autour d'une ampoule grésillante. Et je ne parle que de ceux qui habitaient avec nous. Mes parents, fidèles à leur habitude, organisaient des fêtes interminables. Allongée dans mon lit, j'en écoutais les murmures et les clameurs à travers les murs de ma chambre. Ces symphonies m'étaient familières. Elles débutaient par des éclats de rire, du jazz discordant et les battements des portes moustiquaires, et se terminaient au petit matin, dans les cris, quelquefois les sanglots, et les claquements sempiternels des portes de chambre. Chet différait légèrement de l'espèce habituelle. Ma mère parlait de lui comme d'un artiste indépendant. Entendant par là, je suppose, qu'il n'avait aucun lien avec l'établissement où elle enseignait, n'étant ni étudiant ni artiste en résidence. Mon père, lui, l'appelait « le sans-abri dégénéré que ta mère héberge pour l'été », et ajoutait « Tiens-toi loin de lui, Lily. Je crois bien qu'il a la lèpre. Et Dieu sait ce qu'il cache dans sa barbe. » Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une recommandation sincère d'un père pour sa fille. Ma mère était dans les parages et ses paroles lui étaient destinées. Quoi qu'il en soit, son avertissement s'avéra prophétique. J'avais toujours vécu à Monk's House, nom que mon père avait donné à la vaste demeure victorienne en ruine, vieille d'1 siècle, située à 1 heure de route de New York, au fond des bois du Connecticut. David Kintner, mon père, était un romancier anglais qui devait le plus gros de sa fortune à l'adaptation cinématographique de son premier roman, et plus grand succès, une farce sexuelle située dans un pensionnat qui avait brièvement fait sensation à la fin des années 1960. Venu aux États-Unis à l'invitation de l'université de Shippog, il y était resté en tant que professeur assistant après avoir rencontré ma mère, Sharon Henderson, elle-même professeure titulaire dans le département d'art et adepte de l'expressionnisme abstrait. Ils avaient acheté Monk's House ensemble. La maison ne portait pas de nom particulier quand ils en avaient fait l'acquisition l'année de ma conception,
Mais mon père, qui avait justifié la présence des 6 chambres à coucher par son intention d'y héberger une foule d'esprits subtils et créatifs, au corps féminin juvénile, avait tenu à la baptiser en référence à la demeure que Virginia et Leonard Woolf avaient habitée en Angleterre. C'était également un hommage à Thelonious Monk, son musicien favori. Monks comptait un bon nombre de curiosités, parmi lesquelles des panneaux solaires inutilisés qui avaient disparu sous le lierre, une salle de cinéma équipée d'un vieux projecteur, une cave à vin en terre battue, et tout au fond du jardin, une petite piscine en forme de haricot qui n'était que très rarement nettoyée. Dégradé par les années, ce n'était plus qu'un bassin trouble dont le fond et les parois étaient tapissés d'algues, la surface couverte d'une couche permanente de feuilles en décomposition, le filtre obsolète et obstrué par des cadavres d'écureuils ou de souris boursouflées. Elle n'était remplie qu'à moitié, et j'avais tenté de la nettoyer par moi-même au début de l'été. J'avais retiré la bâche noircie par la moisissure et ramassé les feuilles à l'aide d'une épuisette à papillons, avant de la remplir à nouveau avec le tuyau d'arrosage par une journée tiède de juin. J'étais allée voir mes parents pour leur demander d'acheter des produits d'entretien lorsqu'ils iraient faire des courses. Réponse de ma mère : pas question que ma fille chérie nage tout l'été au milieu des produits chimiques. Mon père m'avait promis de faire un saut au magasin spécialement pour moi, mais j'avais vu le souvenir de sa promesse s'effacer dans ses yeux avant même que nous ayons terminé la conversation. Quoi qu'il en soit, je pus m'y baigner durant la première moitié de l'été, et je me consolais en me disant qu'au moins je l'avais entièrement pour moi. L'eau virait au vert, et les algues sombres rendaient le fond et les parois glissants. Alors j'imaginais qu'il s'agissait vraiment d'un étang caché au fond des bois, dans un lieu secret connu de moi seul, où j'avais les poissons, les libellules et les tortues pour amis. Je nageais à la tombée du soir, quand les stridulations des grillons étaient au plus fort et qu'elles couvraient presque les premiers bruits de réjouissance qui s'élevaient de sous la véranda à l'avant de la maison. C'est lors d'une de ces baignades au crépuscule que je remarquai Chet pour la première fois. Il m'observait depuis la lisière des arbres, une bouteille de bière à la main. « Elle est bonne ?» demanda-t-il un soir en comprenant que je l'avais repéré. « Ça va ?» répondis-je. « Je savais pas qu'il y avait une piscine par ici. » Sortant du bois sombre, il s'était avancé dans le reste de jour. Sa salopette blanche était maculée de taches de peinture et il sirotait sa bière, la mousse collante à sa barbe. « Je suis la seule à m'y baigner, » précisai-je. « Mes parents n'aiment pas nager. » Je me trouvais du côté le plus profond et j'étais soulagée que l'eau verte et vaseuse l'empêche de me voir en maillot de bain. « Peut-être bien que je viendrai m'y baigner un de ces jours. Ça te dérangerait ? » « Je m'en fiche, » répondis-je. « Faites comme vous voulez. » Il termina sa bière d'un long trait et écarta la bouteille de ses lèvres avec un plop. « Mince alors. Ce qui me plairait, ce serait de la mettre sur une toile. Avec toi dedans, si tu veux bien. Ça te dérangerait pas, hein, que je te peigne dans ta piscine ? » Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Il partit d'un rire. « Toi, dans ta piscine, avec cette lumière comme maintenant, je voudrais créer un tableau. Normalement, je peins des toiles abstraites, mais pour une fois... » Il laissa sa phrase en suspens pour se gratter la cuisse, puis reprit après une pause. « Tu sais que tu es vachement jolie. »« Ah ? Ça oui, alors. T'es une belle fille. Je devrais pas te dire ce genre de choses vu que tu es encore une gamine. Mais moi, c'est pas pareil. Je suis peintre. Je perçois le beau. Ou du moins, je fais comme si... » dit-il en ricanant. « Tu réfléchiras à ma proposition ? Je ne sais pas combien de temps encore je vais pouvoir m'y baigner. L'eau commence à être sale. »« Ok. » Il regarda dans les bois derrière moi en hochant lentement la tête. « Il me faut une autre bière. Je te rapporte quelque chose ? » Il tenait à présent la bouteille vide, tête en bas, et elle goûtait sur la pelouse non entretenue. « Je peux te rapporter une bière si tu veux. »« J'ai que 13 ans. Je bois pas de bière. »« D'accord, » dit-il. Et il demeura là un moment à me regarder, attendant de voir si j'allais sortir de l'eau.
La bouche légèrement entr'ouverte, il se gratta de nouveau la cuisse. Je me contentai de nager sur place et me retournai pour ne plus être face à lui. « Ophélie !» déclama-t-il, presque pour lui-même. Puis « Ok, une autre bière !» Dès qu'il fut parti, je sortis de l'eau en sachant que je n'y remettrais plus les pieds de tout l'été. Je le détestais d'avoir anéanti mon étang secret. M'enveloppant dans ma grande serviette de plage, je courus vers la maison, puis jusque dans la salle de bain près de ma chambre à l'étage. Ma poitrine me faisait mal, comme si la colère que je ressentais était un ballon qui se gonflait lentement sans jamais éclater. Une fois dans la salle de bain, je mis la ventilation bruyante et la douche en marche, puis criai à répétition les mots les plus grossiers que je connaissais. Je criais parce que j'étais en colère, mais aussi pour retenir mes larmes. Ça n'avait pas marché. Assise sur le carrelage, j'éclatais en sanglots et pleurais jusqu'à en avoir mal à la gorge. Je pensais à Chet et à son regard effrayant, mais je pensais aussi à mes parents. Pourquoi amenaient-ils tous ces inconnus dans notre maison ? Pourquoi ne fréquentaient-ils que des détraqués sexuels ? Je regagnai ma chambre après m'être douchée et me mirai, nue dans la glace, qui se trouvait sur la porte intérieure de mon armoire. Je savais ce qu'était le sexe depuis ma plus tendre enfance. L'un de mes souvenirs les plus anciens était celui de mes parents faisant l'amour sur une grande serviette dans les dunes pendant des vacances en bord de mer. Je me trouvais à 1 mètre d'eux, jouant dans le sable avec ma pelle en plastique. Je me souviens que le jus de pomme dans mon biberon était tiède. Je me retournai et observai mon corps sous tous les angles, considérant avec dégoût la touffe de poils roux entre mes jambes. Mes seins à moi, au moins, étaient à peine visibles, contrairement à ceux de ma copine Gina, qui habitait en bas de la route. Je redressai les épaules et mes seins s'aplatirent complètement. Une main posée entre mes jambes, j'avais la même apparence qu'à 10 ans. Une rousse maigrichonne aux bras et au cou parsemés de taches de rousseur brune. Enfilant un jean et un sweatshirt, malgré la chaleur étouffante qui persistait une fois la nuit tombée, j'étais descendue me préparer un sandwich au beurre de cacahuète. Je ne suis plus retournée nager dans la piscine. J'ignore si Chet continua de m'y chercher. Je l'apercevais parfois sur la dernière marche de l'escalier, montant à son appartement, une cigarette aux lèvres, regardant en direction de la maison. Il m'arrivait aussi de le trouver dans notre cuisine, en train de discuter avec ma mère, d'art le plus souvent. Ses yeux se posaient sur moi, se détournaient, puis revenaient. Cet été-là, mon père s'absenta pendant environ 3 semaines. Ce fut juste après la visite d'amis anglais, parmi lesquels se trouvait une jeune poétesse prénommée Rose. Il nous avait présentés en disant « Rose, voici Lily. Lily, voici Rose. Ne soyez pas rivales. Vous êtes toutes deux des fleurs magnifiques. » Rose, maigrichonne à forte poitrine qui sentait la cigarette au clou de girofle, m'avait serré la main en fixant le sommet de mon crâne. Je craignais qu'une fois mon père parti, Chet se montre plus souvent à la maison. Mais en fait, c'était un autre homme qui y avait fait son apparition. Il portait un nom russe. Je l'aimais bien, mais seulement parce qu'il avait un beau cabot à poils courts baptisé Gorky. Nous n'avions plus eu d'animaux à la maison depuis que ma chatte, Bess, était morte 3 mois auparavant. Après l'arrivée du Russe, Chet avait disparu un moment des radars et je commençais à me sentir à nouveau en sécurité. Et puis un samedi soir, tard dans la nuit, Chet entra dans ma chambre. Je suis certaine du jour, parce que c'était le samedi où ma mère avait organisé sa soirée importante, celle dont elle m'avait rebattu les oreilles toute la semaine. « Lily, ma chérie, tu prendras un bain samedi pour la soirée ?» me disait-elle. Ou « Lily, tu m'aideras à préparer les spanakopita pour la soirée, d'accord ? Ce soir, tu pourras les servir aux invités. » Je trouvais étrange qu'elle attache autant d'importance à cette soirée en particulier. Elle organisait sans cesse des fêtes, mais d'habitude, les invités étaient des professeurs ou des étudiants de l'université. Cette fois, des gens feraient le voyage exprès depuis New York pour rencontrer le Russe. Mon père n'était toujours pas rentré et ma mère était nerveuse.
Je le devinais à ses cheveux courts qui rebiquaient sur sa nuque, à force d'y passer les doigts. Je m'étais tenue loin de la maison pendant le plus clair de la journée, traversant la petite Pinède pour me rendre dans mon endroit préféré, un pré bordé de murs en pierre accolé à une ferme depuis longtemps abandonnée. J'avais lancé des cailloux contre les arbres, jusqu'à m'en faire mal au bras, puis je m'étais couchée un moment sur un tertre d'herbe moelleuse près du saule. Je rêvassais à mon autre famille, celle que je m'étais imaginée, avec des parents ennuyeux et 7 frères et sœurs, 4 garçons et 3 filles. Il faisait chaud. La sueur sur ma lèvre supérieure avait un goût salé. Allongée là, je regardais les gros nuages sombres s'amasser dans le ciel. Au premier roulement de tonnerre, je m'étais relevée. J'avais brossé l'herbe derrière mes jambes et regagné la maison. L'orage s'était abattu sur Monks pendant 1 heure de ténèbres. Ma mère buvait du gin et sortait des plats du four en répétant aux Russes que l'orage tombait à point nommé. Elle n'aurait pas pu souhaiter meilleure bande-son pour sa fête, mais je voyais qu'elle était contrariée. À l'arrivée des premiers invités, le ciel était redevenu bleu, et les seuls signes du passage d'un orage étaient la pureté de l'air et le goutte-à-goutte régulier des gouttières gorgées d'eau. J'avais servi des amuse-gueules à des gens que je n'avais jamais vus auparavant, puis m'étais éclipsée dans ma chambre en emportant 2 pop-tarts froides en guise de dîner. Après avoir mangé, j'avais essayé de lire. J'étais allée emprunter un livre de poche dans la pile que ma mère entassait à côté de son lit. Dangereuse, de Joséphine Hart, j'avais entendu ma mère dire qu'elle ne l'avait pas aimé, que c'était une bouse présentée comme de la littérature. Ça m'avait donné envie de le lire, mais je ne l'avais pas vraiment aimé non plus. Ça parlait d'un Anglais, comme mon père, qui couchait avec la petite amie de son fils. Tous les personnages m'étaient antipathiques. J'avais refermé le bouquin et attrapé un Alice détective sur mon étagère. Le numéro 10. Alice et le pigeon voyageur. J'avais passé l'âge pour ce genre de livre, bien sûr, mais c'était de loin mes préférés. Je m'étais endormie en le lisant. Le bruit de ma porte qui s'ouvrait me réveilla. La lumière du couloir fendit l'obscurité, et j'entendis de la musique rock forte monter du rez-de-chaussée. J'étais peletonnée sur le côté, face à la porte, un simple drap remonté jusqu'à la taille. J'entr'ouvris les paupières et vis Chet, debout dans l'embrasure. Bien qu'il fût à contre-jour, il était facilement reconnaissable avec sa barbe broussailleuse et ses lunettes à monture noire dont une des branches brillait sous la lumière jaune du couloir. Il titubait légèrement sur ses jambes, tel un arbre battu par les rafales. Je restais immobile, dans l'espoir qu'il reparte. Peut-être cherchait-il quelqu'un d'autre, me disais-je. Mais je savais bien que c'était moi. J'envisageais un instant de crier ou d'essayer de m'enfuir, mais toute la maison était noyée sous un martèlement constant de basses et de batteries, et je doutais qu'on puisse m'entendre. Chet me tuerait, à coup sûr. Alors je fermai les yeux en priant pour qu'il s'en aille, et les yeux fermés, je l'entendis entrer dans la chambre et refermer la porte derrière lui sans faire de bruit. Je décidai de ne plus bouger et de faire semblant de dormir. Mon cœur faisait des bonds dans ma poitrine, comme un poids sauteur, mais je m'efforçais de contrôler ma respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. J'entendis Chet avancer de quelques pas. Je savais qu'il se tenait juste au-dessus de moi. Je pouvais percevoir son souffle, moite et saccadé, et sentir son odeur. Le relent de fruits pourris mêlé à celui de la cigarette et de l'alcool. « Lily ?» appela-t-il d'une voix étouffée. Je ne bougeai pas. Il se pencha plus près, répéta mon prénom, un peu moins fort cette fois. Je fis celle qui dormait profondément et qui n'entendait rien. Je remontai un peu plus mes genoux contre ma poitrine, bougeant comme j'imaginais qu'une personne endormie l'aurait fait. Je savais ce qu'il était venu faire dans ma chambre, et je savais ce qu'il voulait. Il allait coucher avec moi. Mais jusqu'à preuve du contraire, il ne pouvait le faire que si j'étais réveillée. Alors quoi qu'il fasse, je décidai de rester endormie. J'entendis ses genoux qui craquaient, suivi du bruissement de son jean, puis sentis son haleine aigre chargée de bière.
Il s'était accroupi près de moi. En bas, la chanson prit fin. Le martèlement de la basse aussi. Et une autre qui lui ressemblait commença. J'entendis le bruit d'une fermeture éclair qu'on descend lentement, un cran après l'autre, une suite de cliquetis, puis un son régulier pareil à celui d'une main frottant rapidement un tissu. Ce n'était pas sur moi qu'il faisait cela, mais sur lui-même. Mon plan fonctionnait. Le bruit se fit plus rapide, plus fort, et je l'entendis répéter mon prénom plusieurs fois, dans un chuchotement rauque, étouffé. Je pensais qu'il en resterait là, mais tout à coup, je sentis un très léger déplacement d'air au-dessus de ma poitrine. Puis un doigt frôla le tissu du pyjama recouvrant mes seins. Il faisait chaud dans la pièce, mais ma peau se couvrit de chair de poule. Je me forçai à garder les yeux fermés. Chet pressa ses doigts contre ma poitrine, me pinçant de ses ongles aiguisés, puis laissa échapper un son à mi-chemin entre grognements et soupirs, avant de retirer sa main de mon téton. Je l'écoutai remonter sa braguette et sortir rapidement de la pièce à reculons. Il se cogna contre la chambranle et tira la porte derrière lui pour la refermer, sans se soucier du bruit qu'il faisait. Je restai roulé en boule 1 minute de plus, puis me levai d'un bond et pris ma chaise de bureau pour essayer de coincer la poignée de ma porte. C'était le genre de stratagème qu'Alice aurait utilisé. La chaise n'avait pas la bonne taille, pas assez haute, mais c'était mieux que rien. Si Chet revenait, il aurait un peu plus de mal à ouvrir la porte et la chaise ferait du bruit en tombant. Je n'imaginais pas pouvoir trouver le sommeil cette nuit-là, mais je finis tout de même par m'endormir, et le matin venu, je restai couché dans mon lit à me demander ce que j'allais faire. Ma plus grande crainte, si je racontais à ma mère ce qui s'était passé, était qu'elle me réponde que j'aurais dû coucher avec Chet. Ou qu'elle me reproche de l'avoir laissé entrer dans ma chambre ou me reluquer dans la piscine. Je compris que j'allais devoir régler le problème par moi-même. Et je savais comment j'allais m'y prendre. Chapitre 3. Ted. Il était presque minuit. Tandis que les feux arrière du taxi disparaissaient au loin, je m'arrêtais sur le perron de la Brownstone que je possédais avec Miranda à Boston et tâchais de me rappeler où j'avais rangé les clés lorsque j'étais parti pour Londres 1 semaine auparavant. Alors que je fouillais la pochette extérieure de mon bagage à main, la porte d'entrée s'ouvrit sur Miranda en train de bâiller. Elle portait une nuisette et des chaussettes en laine. « Comment c'était, Londres ?» me demanda-t-elle après m'avoir embrassé. Je devinais à son haleine un peu aigre qu'elle s'était endormie devant la télévision. Humide. Rentable ? Oui, humide et rentable, dis-je en refermant la porte derrière moi et en laissant tomber mes bagages sur le parquet. La maison sentait la nourriture taille à emporter. « Je suis surpris de te trouver ici, » dis-je. « Je pensais que tu serais dans le Maine. » « J'avais hâte de te revoir, Teddy, ça fait 1 semaine. »« Tu as bu ?»« Mon vol a été retardé et j'ai pris quelques martinis. »« Pourquoi, j'empeste l'alcool ?»« Oui. Brosse-toi les dents et viens te coucher. »« Je suis crevé. » Je la regardais gravir l'escalier raide jusqu'à notre chambre à l'étage, regardais les muscles de ses mollets minces se tendre et se détendre, le bas de sa nuisette oscillait au rythme de ses déhanchements, puis revis Brad Daggett, la retournant sur la table de chantier, soulevant sa jupe et... Je me rendis au sous-sol où nous avions aménagé notre cuisine et notre salle à manger. Il y avait une barquette de crevettes au curry rouge dans le frigo. Je les mangeais telles quelles, assis devant le billot de l'îlot central. Mon crâne commençait à me faire mal et j'avais soif. Je compris que j'étais en train de payer la quantité de gin ingurgité dans le salon de l'aéroport, puis dans l'avion. Et je n'avais même pas dormi. J'avais retrouvé la rouquine du bar une fois à bord, assise en cabine classe affaires de l'autre côté de l'allée, une rangée derrière moi. Nous avions repris notre conversation, mais mis en suspens le sujet des infidélités de Miranda. La vieille dame à côté de moi remarqua que nous discutions. « Votre femme et vous préféreriez sans doute être assis côte à côte ?» proposa-t-elle. « Volontiers, répondis-je. Merci beaucoup.
Une fois que ma compagne de comptoir m'eut rejoint et que j'eus commandé un autre gin tonic, je lui redemandai son nom. « Lily », répondit-elle. « Lily comment ?»« Je vais vous le dire, mais jouons d'abord à un jeu. » »« D'accord. »« C'est très simple. Puisque nous sommes à bord d'un avion, que c'est un long vol et que nous n'allons pas nous revoir, disons-nous toute la vérité, sur tous les sujets. » « Vous ne voulez même pas me donner votre nom de famille ?» lui rappelai-je. « C'est vrai, » dit-elle en riant. « Mais c'est justement ce qui nous permet de jouer selon ces règles. Si nous nous connaissions, ça ne fonctionnerait pas. » « Donnez-moi un exemple. »« D'accord. Je déteste le gin. Si j'ai commandé un martini tout à l'heure, c'est seulement parce que vous en aviez un devant vous et que ça me semblait raffiné. »« Vraiment ? » « On ne porte pas de jugement, » précisa-t-elle. « À vous. » « Ok. » Je réfléchis quelques secondes avant de me lancer. J'aime tellement le gin que j'ai parfois peur d'être alcoolique. Si je m'écoutais, je pourrais boire 6 martinis dans la même soirée. C'est un bon début. Il se peut que vous ayez un problème avec la boisson. Bon, votre femme vous trompe. Et vous? L'avez-vous déjà trompé? Non, je ne l'ai jamais trompé. Comment Jimmy Carter avait-il formulé ça? Il m'est arrivé de commettre l'adultère dans mon cœur. Je me suis déjà imaginé en train de faire l'amour avec vous, par exemple. Ah oui? Elle avait arqué les sourcils et pris un air légèrement choqué. On a bien dit toute la vérité, non? Ne faites pas semblant d'être surprise. La plupart des hommes qui vous rencontrent ont sans doute des pensées obscènes à votre sujet au bout de 5 minutes. Vous parlez sérieusement? Tout à fait. Obscène à quel point? Vous n'avez pas envie de le savoir. Peut-être que si, dit-elle en se tournant vers moi. Je bus un peu de mon cocktail, les glaçons cognant contre mes dents. Intéressant, reprit-elle. Je me demande ce que ça fait de rencontrer quelqu'un et d'être immédiatement conscient de vouloir faire l'amour avec lui. Ce n'est pas exactement ça, c'est plutôt une réaction réflexe qui fait que vous le visualisez. Comme tout à l'heure, quand nous faisions la queue à la porte d'embarquement, je vous ai regardé, et aussitôt, je vous ai imaginé nu. Ça se contrôle pas. Ça ne vous arrive jamais à vous, les femmes? Vous voulez dire croiser un homme et s'imaginer subitement faire l'amour avec lui? Non, pas vraiment. Chez les femmes, c'est différent. On se demandera plutôt si l'homme a envie de coucher avec nous. J'éclatais de rire. Oh, cherchez pas, la réponse est oui. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vous voyez que c'est amusant, non? Et maintenant, si vous m'en disiez plus sur ce projet de tuer votre femme. Ah là, par contre, je ne sais pas si j'étais vraiment sérieux. Vous êtes sûr? Parce qu'à vous entendre raconter votre histoire, vous n'aviez pas l'air de plaisanter. J'avoue qu'après les avoir vus coucher ensemble dans notre maison, j'aurais facilement pu les tuer tous les deux à travers cette fenêtre, si j'avais eu un flingue sur moi. C'est donc bien un projet, dit-elle, tandis que les moteurs laissaient entendre le vrombissement qui précède le décollage. Nous enclenchâmes nos ceintures, puis je pris une gorgée de gin un peu plus longue. J'étais toujours nerveux quand je prenais l'avion. « Écoutez, » continua-t-elle, « je n'essaie pas de vous piéger ni de vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas envie de dire. Ça m'intéresse, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Toute la vérité. Dans ce cas, à vous l'honneur. Tout ce que vous m'avez avoué, c'est que vous n'aimiez pas le gin. »« D'accord, » dit-elle, et elle réfléchit un instant. En vérité, je ne pense pas que le meurtre soit forcément une aussi mauvaise chose que les gens le prétendent. Tout le monde meurt. Quelle différence cela fait-il si quelques pommes pourries passent à la trappe un peu plus tôt que Dieu l'avait prévu? Et votre femme, justement, semble faire partie de ces gens qu'il faudrait éliminer. Le vrombissement des moteurs se changea en gémissement et le capitaine enjoignit le personnel de bord à rejoindre leur siège. J'appréciais ces quelques minutes de répit qui me dispensaient d'avoir à répondre à la remarque de ma voisine.
Ces paroles faisaient écho aux pensées qui m'assaillaient sans relâche depuis une semaine, dans lesquelles je fantasmais de tuer ma femme. Je songeais qu'en supprimant Miranda, je rendrais service à l'humanité. Et voilà qu'arrivait cette passagère qui me donnait l'autorité morale d'agir selon mes désirs. Bien que choqué par ces paroles, j'avais atteint cet état d'ivresse où, le gin bourdonnant dans mes veines, on en vient à se demander quel intérêt il y a à rester sobre. Je me sentais à la fois lucide et désinhibé. Et si nous nous étions trouvés dans un cadre à peine plus privé, je pense que j'aurais pris Lily dans mes bras et essayé de l'embrasser. Au lieu de ça, sitôt que l'avion eut décollé, je repris la parole. Je dois reconnaître que l'idée de tuer ma femme me plaît beaucoup. Il y a un contrat de mariage. Donc, si nous divorcions, Miranda ne mettrait pas la main sur la moitié de mon patrimoine, mais elle empocherait tout de même un beau pactole. Assez pour vivre à l'aise jusqu'à la fin de ses jours. Par contre, il n'y a pas de clause d'adultère. Je pourrais porter l'affaire en justice, engager un avocat qui engagerait un détective privé, mais tout ça me coûterait un bras. Et au bout du compte, j'aurais perdu du temps, de l'argent, et j'en sortirais humilié. Si seulement elle m'avait parlé de sa liaison, qu'elle m'ait avoué être tombée amoureuse de Daggett et dit qu'elle voulait me quitter. Je lui aurais accordé le divorce, je l'aurais haï, mais j'aurais tourné la page. Ce que je n'arrive pas à accepter, ce qui ne me passe pas, c'est le comportement qu'ils ont eu le jour où je les ai vus baiser ensemble dans ma maison. Quand on s'était parlé quelques heures plus tôt, ils étaient tous les deux si calmes et si convaincants. Miranda m'a menti avec une telle facilité. Je me suis demandé comment elle en était arrivée là. Mais ensuite, j'ai commencé à réfléchir, à recouper tout ce que je savais d'elle. Sa façon d'adapter son comportement en fonction des personnes avec qui elle se trouve. Et j'ai réalisé que c'était bien ce qu'elle était, une menteuse, fausse et superficielle. Peut-être même une sociopathe. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas m'en rendre compte plus tôt. Je suppose qu'elle se coulait dans l'image de la femme telle que vous l'idéalisez. Comment l'avez-vous connue ? Je lui racontais notre rencontre à la pendaison de crémaillère d'un ami commun, à New Essex, un soir d'été. Je l'avais repérée d'entrée de jeu. Tandis que les autres femmes portaient des chemisiers et des robes légères, Miranda était vêtue d'un short en jean tellement court que la doublure des poches dépassait des bords effilochés et d'un débardeur avec une cible de Jasper Jones imprimée sur le devant. Une canette de Babst Blue Ribbon à la main, elle discutait avec Chad Pavon, mon camarade d'université, et le propriétaire de la maison qui faisait l'objet des festivités. Miranda riait, la tête renversée en arrière, et deux réflexions m'étaient aussitôt venues à l'esprit. C'était la femme la plus sexy qu'il m'avait été donné de voir en personne. Et pourquoi riait-elle alors que Chad Pavon n'avait jamais prononcé une seule phrase drôle de sa vie ? J'avais détourné le regard et scruté la foule des convives en quête d'un visage familier. La vérité, c'était que voir Miranda m'avait fait l'effet d'un coup de poing au thorax. Je réalisais soudain que ce genre de femme existait en dehors des revues coquines et des films hollywoodiens. Et que, selon toute vraisemblance, elle était venue accompagnée. J'appris son nom par la femme de Chad. Elle s'appelait Miranda Hobart, et gardait un appartement dans le voisinage dont les propriétaires s'étaient absentés pour un an. Plus ou moins artiste, elle avait décroché un job à la billetterie pour la saison estivale d'un théâtre local. Célibataire ? Avais-je demandé. Oui, aussi incroyable que ça paraisse. Tu devrais aller lui parler. Je ne pense pas être son type. Qui ne tente rien n'a rien. Nous avions fini par nous parler, mais c'est Miranda qui m'avait abordé. La soirée se prolongeait et j'étais parti m'asseoir seul sur la pelouse en pente derrière la maison de Chad et Chéri. Par-delà les toits, on distinguait les reflets violacés de l'océan éclairés à intervalles réguliers par le faisceau rotatif d'un phare. Miranda s'était installée à côté de moi. « J'ai entendu dire que vous étiez très riche », lâcha-t-elle d'une voix grave et sans accent, légèrement pâteuse. « Tout le monde ne parle que de ça. »
Je venais d'organiser le rachat d'une petite entreprise qui avait développé un programme de téléchargement de photos par un réseau social de premier plan, pour une somme que même moi je trouvais vaguement faramineuse. C'est le cas. Juste pour info, je ne compte pas coucher avec vous juste parce que vous êtes riche. Elle avait souri avec un air de défi. Me voilà informé, répondis-je. Mais les mots sonnaient faux dans ma bouche, et les toitures au loin donnaient l'impression de tanguer. Pourtant, je parie que vous accepteriez de m'épouser. Renversant la tête en arrière, elle avait éclaté d'un rire de gorge. C'était la première vision que j'avais eue d'elle, amusée aux larmes par quelque chose que Chad avait dit. Mais de près, la posture ne paraissait pas aussi fausse. Je contemplais la ligne de sa mâchoire et m'imaginais poser ma bouche dans la chair souple de son cou. Bien sûr que j'accepterais. C'est une demande officielle ? Ça se pourrait bien. Bon, alors quand est-ce qu'on se marie ? Disons, le week-end prochain. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Je suis d'accord, c'est un engagement sérieux. Juste par curiosité, ajoutai-je. Je sais plus ou moins ce que j'apporte dans cette relation, mais vous, qui apportez-vous exactement ? Vous savez cuisiner ? Nul en cuisine, nul en couture, mais je me débrouille avec un plumeau. Vous êtes bien sûr de vouloir m'épouser ? J'en serais honoré. Nous avions poussé un peu plus la discussion, puis nous nous étions embrassés, là, assis sur le gazon, avec gaucherie, en nous cognant les dents et le menton. Elle s'était remise à s'esclaffer et je lui avais dit que le mariage était annulé. Mais il n'en était rien. Nous nous étions bel et bien mariés, pas une semaine, mais 1 an plus tard. Vous croyez qu'elle s'est fichue de moi depuis le début ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.